Donc c'est pas mon métier d'être conférencier, donc soyez indulgents. Par contre, j'ai plein d'histoires à vous raconter parce que c'est mon métier de faire de l'industrie éco-efficiente. Voilà. Donc déjà, pour planter le décor, l'industrie, c'est 20% des émissions de CO2 mondiales. Donc comme vous le voyez par rapport aux autres secteurs, c'est un sujet important. À peu près équivalent au sujet du transport, au sujet du bâtiment, de l'agriculture, on va dire, pour faire simple. Voilà. Après, dans l'industrie, on peut mettre aussi la production d'énergie. Là, dans ce graphique, elle est séparée. Mais si on additionne ces deux sous-segments, vous avez à peu près un quart du problème auquel tout le monde est confronté et auquel nos étudiants doivent s'atteler, on l'espère, pour faire en sorte qu'on trouve une solution à ce problème. Donc c'est un sujet important et qui mérite d'être vraiment approfondi. Est-ce que vous avez entendu parler du net zéro? Ça vous parle, ça, dans les médias? Peut-être vos enfants ou votre entourage vous en parle. Alors la trajectoire net zéro, on est en pleine COP à Dubaï, ce qui est un peu charmant en termes de paradoxe, c'est que on ne va pas réussir à effacer complètement nos émissions. Par contre, on peut les rendre compatibles avec une trajectoire soutenable. Le fameux 1,5 degré défini par le GIEC, donc le groupement intergouvernemental des experts sur le climat. Et donc être net zéro en 2030 ou le plus vite possible, en fait, c'est être compatible avec cette trajectoire et donc maîtriser ses émissions et aller vers la sobriété. En fait, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Hein, vous le savez, je pense, on est tous au courant d'après ce qu'on entend. Alors, le sujet dans l'industrie du net zéro, il est très très corrélé au sujet de l'énergie. En gros, être net zéro demain, c'est vraiment maîtriser son impact énergétique parce que c'est quasiment corrélé. Une usine efficiente en énergie est une usine qui a des chances demain d'avoir une trajectoire net zéro. Alors on n'a pas vraiment le choix, c'est plus vraiment une option aujourd'hui parce qu'en fait tout clignote rouge pour un industriel, si on se met à la place d'un industriel. Les prix de l'énergie, j'étais pas plus tard que mercredi chez un industriel du transport qui fabrique des remorques frigorifiques, que vous connaissez peut-être. Sa facture est passée de 1,6 million à 6 millions en un an. Donc vous voyez un peu la barre qu'il a dû franchir un peu brutalement. Il faut se remettre en cause, il faut s'organiser parce que tout d'un coup l'énergie qui est un sujet un peu discret, qui en gros était au service de la production, faire son produit manufacturé, évidemment ça demande de la main-d'œuvre, de la matière première et de l'énergie, mais l'énergie était rarement en fait en première ligne des enjeux, des charges d'une entreprise. Là, tout d'un coup, on a vu des entreprises faire x3, x5, x10 sur leur facture d'énergie du jour au lendemain, avec la crise énergétique qu'on a aussi connue, nous, à la pompe. Donc ce sujet-là, le prix de l'énergie, il a vraiment fait prendre conscience. C'est ce qu'on appelle un driver marché, un signal marché très fort. Et donc, voilà, au cas où vous n'étiez pas encore convaincu, l'industrie éco-efficiente n'a pas le choix d'être éco-efficiente pour cette raison-là, déjà. Ensuite, il y a un arsenal réglementaire assez fort en France. Pour faire simple, quand on est industriel, à partir du stade de l'ETI, donc au moins 200-250 salariés, on est incité à faire des audits énergétiques tous les 4 ans, et même plus qu'incité, parce que si on ne les fait pas, en fait, on peut être pénalisé sur son chiffre d'affaires. La pénalité, c'est 2% la première fois. Si on n'est pas en conformité, ça peut monter, ça double en fait à chaque défaut de conformité. Donc ça peut peser encore plus que le prix de l'énergie. On va y rajouter ces pénalités. Et pour faire simple, les industriels ont un peu deux chemins. Soit le chemin de l'audit, qui est une démarche ponctuelle, donc qui va être un coût qui va être supplémentaire et qui va revenir régulièrement. Ou alors être ISO 50001. L'ISO 50001, vous connaissez peut-être la 9001 sur la qualité, cette norme assez connue depuis plusieurs dizaines d'années, la 14001 sur l'environnement, et donc la 50001, c'est le même concept, c'est de l'amélioration continue, c'est volontaire, sur le sujet de l'énergie. Donc soit vous êtes obligé d'être en conformité avec les audits, soit vous prenez le chemin de l'ISO 50001, qui est une démarche volontaire, qui est une norme mondiale. Et si vous êtes certifié ISO 50001, vous êtes affranchi d'audit et vous allez rentrer dans un cercle vertueux où vous allez travailler votre consommation d'énergie avec différents sujets. On va y revenir. Et le dernier sujet, suite au Covid, et puis en fait depuis pas mal d'années, les certificats d'économie d'énergie, que vous connaissez peut-être quand vous rénovez votre maison, double vitrage, isolation du toit, etc., existent aussi dans l'industrie. On incite les industriels par des actions essentiellement d'investissement en les subventionnant, ces actions. Donc ça peut être un incitatif qui va faire effectivement pencher les choix d'investissement des industriels vers justement des décisions qui vont améliorer l'empreinte environnementale et énergétique eau, gaz de l'industriel. Donc tous ces outils aujourd'hui ou contraintes sont très fortes, notamment en Europe et en France, puisqu'on est dans l'Union européenne. Nos voisins européens ont à peu près les mêmes. Et voilà, en synthèse, on n'a plus le choix, il faut absolument y aller. Le problème, 20%,
les outils, les contraintes sont très fortes. Et donc aujourd'hui, un industriel est forcément engagé sur ce chemin de l'industrie éco-efficiente. Alors si là je vous ai parlé un peu macroéconomiquement, si on raisonne vraiment au quotidien, c'est quoi un industriel? C'est des opérateurs de prod, de maintenance, donc des personnes qualifiées pour travailler dans les ateliers, dont le métier est d'actionner des machines, de suivre des protocoles de sécurité, de fabrication, de maintenance, pour évidemment faire en sorte que les produits sortent dans les meilleures conditions de l'usine. Et le responsable énergie, tout comme les opérateurs de production et de maintenance, sont de plus en plus concernés par le management de l'énergie. Concrètement, aujourd'hui, ils ont des outils bien connus qu'on utilise tous. Voilà, ils se posent des questions sur l'utilité de ces outils-là. Et voilà, ils ont vraiment envie, vous voyez, autour de la poche de cette personne-là, il y a un outil qu'on a tous dans la poche et on est habitué à des outils modernes. Et là, le vrai enjeu, c'est comment moderniser mon outil industriel, comment vraiment être temps réel. C'est un mot qu'on entend souvent aujourd'hui quand on parle d'industrie 4.0, qui est en gros la transformation numérique de l'industrie. Voilà. Donc les besoins de temps réel, d'analyse temps réel, de prendre des décisions en temps réel sur ce sujet, pour ne pas subir les factures qui arrivent un mois après avoir consommé l'énergie et qui vont nous apprendre qu'il est trop tard en fait pour agir. Donc le temps réel, c'est important pour que l'industrie soit éco-efficiente. Et puis le collaboratif, puisque historiquement l'énergie est-elle faite des travaux neufs de la maintenance au fond de l'atelier. Et de plus en plus, voilà, ce sujet prend place dans les comités de direction, chez les directeurs de production, ceux qui produisent les produits manufacturiers, et qui du coup maintenant ont des responsabilités, puisque effectivement, si on n'attaque pas le sujet du point de vue de l'activité et qu'on laisse en périphérie sur l'éclairage, etc., on n'aura pas une industrie éco-efficiente. On aura déguisé le sujet en efficacité, mais quand on va regarder si par exemple le kilogramme de yaourt fabriqué, le nombre de voitures qui sortent à la minute, consomme moins d'énergie, on n'aura pas attaqué ce problème-là. Voilà. Donc voilà pour vous donner un peu les grands enjeux. Et pourquoi le collaboratif, c'est un sujet important? Parce que beaucoup d'industriels aujourd'hui sont multisites dans le monde. Il n'y a pas qu'en France et pas que sur une seule usine en Bretagne, par exemple. Et donc faire converger un parc d'usines quand on est directeur industriel qui a un âge varié. Certaines usines de nos clients ont plus de 120 ans, ne se sont jamais arrêtées, notamment par exemple dans l'acier, où on a des process continus, et d'autres qui ont des process discontinus, viennent d'être achetés, ont fait l'objet de transformation, etc., fait qu'il y a une grosse variété du tissu industriel de l'industriel, et que c'est pas simple d'emmener tout le monde vers cette trajectoire net zéro. Voilà, il y a des usines neuves, des anciennes usines, celles qui ont des problèmes opérationnels. Voilà, c'est pas du tout standardisé, en fait. Et c'est un enjeu d'emmener tout le monde vers cette direction. Et l'indicateur du directeur industriel, c'est le retour sur investissement, le ROI en anglais. Et en général, cette personne-là prend des décisions sur le prisme du ROI. Si l'investissement rapporte ce qu'il a coûté en moins d'un an, en général, ça va plus vite comme décision que si ça prend 10 ans. Voilà. Certains projets industriels sont très lourds, sur 10 ans de retour sur investissement. D'autres sont plus rapides, et forcément, la priorité va sur les plus rapides. Donc si on veut que l'industrie se transforme à un horizon très rapide, puisque la plupart des dirigeants du CAC 40 de l'industrie ont annoncé qu'ils seraient net zéro en 2030, donc derrière cette belle annonce, il faut que tout ça se concrétise. Et donc il faut des outils dans les mains des directeurs industriels, dans les mains des directeurs d'usine, des chefs de production, des opérateurs, pour concrétiser tout ça. Voilà, donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors si on résume un peu les enjeux, en fait il y en a beaucoup plus que juste les histoires de tableurs. Il y a effectivement comprendre ce qui se passe en temps réel, ne pas subir la facture un mois après, mais si possible comprendre en temps réel pour prendre les bonnes décisions. Il y a les sujets de collecte de données en haut à droite. De plus en plus, les industriels aujourd'hui se retrouvent en très forte responsabilité sur leurs données. Ils veulent prendre des décisions sur leurs données, ils veulent maîtriser les environnements de données, sachant que les données viennent de beaucoup de silos cloisonnés entre eux. La gestion de la production, par exemple un ERP ou une GPAO, la gestion de la maintenance dans un autre outil spécialisé, la gestion de l'énergie. En fait, l'industrie a empilé plusieurs silos qui se parlent très rarement. Historiquement, on a plutôt agrégé, avec le poids des années et les contraintes de budget, des outils qui sont assez cloisonnés. Donc, libérer l'usage de ces données, ne pas prendre de risques du point de vue industriel, parce qu'on peut avoir du secret industriel à protéger. Donc, on va parler de cloud, on va parler de serveurs locaux. Voilà, tout ça, c'est très compliqué quand on n'a pas forcément des ingénieurs spécialisés en cybersécurité, en informatique industrielle dédiée à l'énergie. Voilà, c'est pas simple de décider en fait quels sont les bons choix à faire par rapport à l'offre qui est assez vaste. Ensuite, agréger, concentrer les données, c'est-à-dire faire parler ces silos d'informations.
On peut avoir des données sur la production, combien de yaourts je fabrique sur telle référence de produit, des packs d'1 litre, des portions individuelles, etc. Vous imaginez dans une chaîne de production ces données. D'un autre côté, on peut avoir d'un compteur comme le compteur Linky que vous avez chez vous. Il y a le même chez l'industriel à l'entrée de l'usine, puisqu'il sert de facturation. Quand l'industriel reçoit une facture, elle vient de ce compteur. Et donc, il faut à un moment réunir les deux. Si vous voulez comprendre votre consommation en tant qu'industriel, la facture absolue, c'est bien, mais la facture à ramener au nombre de yaourts qu'on fabrique, au kilogramme de yaourts fabriqués, par exemple, dans l'agroalimentaire, c'est plus intéressant. Ça vous montre l'intensité énergétique que vous mettez dans votre produit. Voilà. Donc, analyser tout ça, sans attendre les factures, faire parler les données, les faire diffuser, non pas que à la maintenance, qui est censée fournir historiquement l'énergie, mais aussi à la production qui la consomme, donc aux clients de l'énergie. C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Il n'y a pas forcément d'outils simples et fluides, comme ceux qu'on utilise pour d'autres usages. Par exemple, vous avez tous vos comptes bancaires en ligne. Un directeur de prod aujourd'hui n'a pas forcément son kilowattheure par tonne ou par unité sur le smartphone disponible en temps réel, le week-end, quand l'usine continue, etc. Diffuser et suivre les informations. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est que l'énergie ne reste pas cantonnée aux travaux neufs. Et nous, on observe chez nos clients que, voilà, en fait, plus on a de données, plus on a des outils pour les diffuser, plus il y a des demandeurs de ces données, et plus il y a des clients donc, de données, et plus il y a de gens qui décident, qui prennent des meilleures décisions sur ces données. Et donc, on se met à envoyer des rapports, donner accès à des applications à beaucoup de personnes, voire même des personnes qui sont en dehors de l'usine, les partenaires, les fournisseurs. Dans l'industrie automobile, beaucoup de fournisseurs sont carrément installés dans les grandes usines des constructeurs. Vous fournissez des boîtes de vitesse à un grand constructeur, vous avez carrément votre usine dans l'usine du constructeur. Donc la supply chain, tout ce qui va permettre de suivre la consommation d'énergie quand on va assembler la boîte de vitesse dans le châssis, puis autour du moteur, finalement va intéresser aussi bien le fournisseur que le client. Donc il faut de plus en plus élargir le cercle des connaissances qu'on distribue. Et puis ensuite, il faut préconiser. Parce qu'une fois qu'on a les données, il faut prendre des décisions meilleures, capitaliser le savoir-faire. On a des clients qui ont des usines dans le monde entier. Quand une bonne idée émerge dans un pays à l'autre bout du monde, le but du jeu, c'est de la copier-coller le plus vite possible dans une autre usine jumelle qui va avoir potentiellement le même effet de levier. Voilà. Et donc, conseiller, auditer, financer, parce que tout ça coûte beaucoup d'argent, ça reste aussi un autre sujet. Et il y a des outils, il y a des financements aujourd'hui pour ces technologies-là. C'est ça la bonne nouvelle. J'en parlerai à la fin de l'exposé. Donc voilà, un point important, on parle de données, donc le compteur. Les compteurs intelligents, on va d'abord les appeler communicants. C'est quoi un compteur communicant? Voilà, sur cette image, il y a plein de machines. Là, on voit un robot. Il y a un tapis qui distribue des pièces qui sont prises par le robot. Voilà, on voit aussi une autre forme de broyeur à côté. On pourrait mettre en fait des compteurs sur toutes les machines. Donc un compteur dans l'usine, c'est un compteur triphasé qui va compter les 3 phases de l'énergie, plus le réactif, plus le COSFI. Enfin voilà, je vous épargne un peu toutes ces variables. Et comme Enedis vous facture l'énergie toutes les 10 minutes, en général, la maille de mesure d'un compteur d'énergie, c'est toutes les 10 minutes aussi. Donc quand vous êtes industriel et vous vous dites, si je ne mesure pas en temps réel et que j'attends ma facture un mois après, je ne vais pas y arriver. Donc vous allez installer des compteurs. Vous installez une centaine de compteurs électriques, par exemple, parce que vous estimez que vous avez une centaine de machines, vous allez vous retrouver avec, on va dire, 5 à 10 données toutes les 10 minutes, multipliées par 100. Si vous faites l'addition rapidement, vous arrivez à une base de données de 50 millions de lignes. Voilà. C'est-à-dire qu'une année a produit, avec ces 100 compteurs, 50 millions de cases dans un fichier. Voilà, donc c'est assez violent. Il faut bien vous remettre dans la tête d'opérateur. Son métier, c'est de produire. Ce n'est pas d'analyser autant de données. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de compteurs intelligents, en se disant que c'est la solution. En fait, un compteur, ça produit des 0 et des 1, et de plus en plus. Donc quand vous avez plusieurs compteurs, il faut se dire qu'un compteur, c'est d'abord communicant, parce que ça peut envoyer de la donnée pour être traité, mais c'est rarement intelligent. Ça ne prend pas la décision à la place de l'humain. Donc l'industrie est coefficiente. La réalité, c'est que après 10 ans d'existence, je n'ai jamais vu une usine complètement autonome prendre des décisions plus intelligentes que les hommes qui la managent. Donc il faut absolument que les hommes qui soient au centre de la démarche aient ces données et surtout qu'elles soient compréhensibles. Toutes les données qu'on émet dans la vie aujourd'hui sont des 0 et des 1. Les compteurs, honnêtement, gardent ce niveau d'abstraction. Donc si vous mettez des compteurs dans votre usine, vous allez avoir un gros problème parce qu'il faut des outils pour les analyser. Voilà. Et donc le principal outil qui est utilisé, c'est celui que vous avez sur l'écran, que vous connaissez tous. Et si vous ouvrez 50 millions de lignes avec un outil comme ça, en général, ça se passe mal. Et un opérateur de production et de maintenance, si vous discutez avec lui aujourd'hui, il vous dira que prends les données de la prod, prends les données de l'énergie, prends les données de la maintenance, ça peut lui consommer jusqu'à une journée
par semaine. Donc c'est très douloureux, c'est une perte de temps, parce que c'est très mécanique, hein, c'est de la plomberie de données. Et après, il utilise un outil comme ça, et après ça se passe mal, parce que c'est pas temps réel, c'est pas collaboratif. Voilà, et donc j'ai un client qui m'a dit que c'était plus de l'industrie 0.4 que 4.0. Et en fait, la réalité, c'est que c'est encore le cas dans 8 usines sur 10 dans le monde. Donc l'AT2E, qui est l'association technique énergie-environnement, a fait une étude il y a quelques années justement auprès d'un panel d'industriels en France. Et c'est vraiment les statistiques qui ressortaient il y a quelques années. Donc ça veut dire que beaucoup d'industriels sont demandeurs d'outils pour prendre des décisions énergie meilleures basées sur les données. Voilà. Donc, voilà. Donc nous, on a créé Atlantique. Hein, je fais juste 30 secondes, un petit focus sur ce que je fais comme métier. Atlantique, donc c'est une co-entreprise qui réunit 5 entreprises technologiques de l'Ouest qui ont justement vocation à fournir une réponse à tous ces enjeux-là. Donc moi, je suis le dirigeant d'Energency, qui est un éditeur de logiciels basé à Rennes, qui fournit une plateforme d'analyse de données. Dans le consortium Atlantique, on s'est associé à un bureau d'études qui s'appelle Acajoule, à Saint-Nazaire, donc qui va concevoir des solutions adaptées à partir de cette caisse à outils Atlantique. NKE, par exemple, c'est une société, NKE Wateco, basée à Hennebont, près de Lorient, qui fabrique des capteurs et des passerelles pour transmettre les données, des passerelles télécom, pour transmettre les données à distance. Entech, c'est une société à Quimper spécialisée dans le stockage de l'énergie et la production photovoltaïque. Et puis Enerdigit, une société basée à Nantes, qui va rémunérer les industriels pour s'effacer sur le réseau, notamment en ne consommant moins lorsqu'il y a un pic de consommation en France, quand le réseau industriel est sous tension. Voilà. Donc on s'est réunis à 5 entreprises. À nous 5, on consolide 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà, on avance sur ce chemin de l'usine éco-efficiente en proposant une gamme de services élargie. Donc voilà pour le quart d'heure de pub. Et pour vous montrer un peu où on travaille, voilà, on a tous à peu près 10 ans d'existence dans ces 5 entreprises et dans cette co-entreprise. Et vous voyez, on travaille dans tous les secteurs aujourd'hui. Chimie, papier, agroalimentaire, évidemment beaucoup en Bretagne. Vous allez reconnaître des logos d'entreprises de la région. L'automobile, voilà, le secteur des matières premières, du verre, de l'acier. Donc voilà, on adresse en fait finalement toutes les tailles d'entreprise, ETI, grands groupes, énergie intensif, dans tous les secteurs. Voilà, donc l'industrie éco-efficiente, hein, on pourrait l'appeler énergie 4.0, vous allez entendre ces termes-là. Si vous les entendez pour la première fois, sachez que ça existe assez fréquemment dans la littérature, dans les journaux qui parlent de ces sujets-là. C'est vraiment comment rendre l'usine intelligente grâce à la donnée. Donc il y a une sorte de pyramide hein, des besoins, un peu comme la pyramide de Maslow. Le compteur intelligent, c'est le premier niveau. Ensuite, le rendre communicant, donc transmettre les données à distance pour pouvoir prendre des décisions à distance. Avoir des outils d'analyse, et puis derrière, des outils avancés d'intelligence artificielle qui vont automatiser certaines décisions. Et c'est ça que je vais vous montrer un peu en détail. Alors de manière très pragmatique, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 8 usines sur 10 sont encore sur tableur. Voilà, d'où viennent les données chez un industriel? De plusieurs silos. Alors, tout un tas de noms barbares que vous n'avez peut-être pas connus déjà. GTB, ça veut dire gestion technique centralisée. On a son homologue dans le bâtiment, GTB. GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, etc. Manufacturing Engineering System, tous ces systèmes d'information sont des outils qui sont très fréquents dans les usines, qui servent à fabriquer le bon produit selon le bon de commande et l'envoyer au bon client, pour faire simple. On a des clients qui peuvent avoir plus de 1000 références produits différentes en une année qui passent dans leur chaîne de production. Donc c'est très important évidemment qu'ils maîtrisent ces outils-là. La bonne nouvelle, c'est qu'ils les ont. Bien sûr, je ne parle pas de l'industrie artisanale, mais à partir d'un niveau ETI, grand groupe, on a déjà ces outils existants. On sait fabriquer avec une recette de fabrication qu'on envoie dans les machines, avec un planning de prod des matières premières. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ces silos existent. Donc on peut avoir une industrie éco-efficiente parce que les données existent, c'est ça la bonne nouvelle. Sur le sujet de l'énergie, ça existe un peu moins. Il y a toujours le compteur à l'entrée de l'usine, des fournisseurs d'énergie, parce que comme ils utilisent ce compteur pour facturer, il existe. Maintenant, quand on a une usine qui fait plusieurs dizaines d'hectares, on peut être un peu court si on n'a que le compteur à l'entrée de l'usine. Donc effectivement, le sous-comptage est un vrai sujet. Installer des triphasés, comme je vous l'ai expliqué en intro, les consolider, voilà, tout ça se passe de manière beaucoup moins mature, et c'est souvent là où le bas blesse. Voilà. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que comme on a quand même la donnée d'entrée du compteur qui sert à facturer, c'est intéressant parce que c'est la variable qu'on cherche à maîtriser. En euros, bien sûr, en kilowattheure, la donnée physique. Et on peut déjà travailler avec une seule donnée et des données d'activité de production. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de sous-comptage, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'investissement, et donc on peut aller sur un retour sur investissement intéressant.
Beaucoup d'industriels sont quand même dans le cas où il faut compléter soit le parc de compteurs parce qu'il est, il est partiel, soit ajouter une couche télécom pour le rendre effectivement temps réel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui existent pour résoudre ces problèmes de plan de comptage et même de subventions dessus. Donc une fois qu'on est capable de collecter les données, là je vous ai mis quelques exemples de systèmes d'information très fréquents dans les usines. Donc s'il y a des industriels ici, vous allez sûrement reconnaître peut-être les vôtres. Voilà, une base de données historienne, SAP, ça c'est quand même des termes qu'on trouve très souvent. SAP équipe une usine sur 2 dans le monde. Donc voilà, les données existent. Après, l'intérêt de les envoyer à distance, quand on n'a pas de critères cyber vraiment prégnants, c'est de pouvoir piloter du multisite, effectivement, et d'aller sur le collaboratif. Beaucoup d'industriels, par le passé, faisaient ça en local, et que quand vous avez plus de 100 usines dans le monde, et que vous devez piloter cette démarche-là au niveau groupe, effectivement, le local, c'est très limitant. Vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas copier-coller une bonne idée d'un site vers un autre si vous n'avez pas des outils collaboratifs et donc des outils qui vont dans le cloud. Voilà. Après, le cloud industriel, c'est quand même un domaine qui a fait d'énormes progrès en 10 ans. Je pense qu'il y a 10 ans, beaucoup de directeurs industriels se demandaient si c'était une bonne idée. Aujourd'hui, c'est presque une question de survie parce que les coûts d'infrastructure sont très très élevés quand on décide de faire le même métier qu'Amazon ou Google, alors qu'on pourrait utiliser des outils équivalents de ces éditeurs américains pour prendre des décisions plus légères en termes de budget. Voilà. On pourra peut-être y revenir si vous avez des questions sur ce sujet. En tout cas, fournir des données à distance, c'est quand même un super levier pour prendre des meilleures décisions en temps réel sur l'énergie. Aujourd'hui, tout existe en termes de techno, tout est accessible financièrement en termes de budget, de ROI, et c'est même financé par des subventions. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait des données après? C'est la question. On est capable aujourd'hui de les rendre temps réel, disponibles, de désiloter toutes ces données pour les croiser. Donc c'est exactement ce qu'on propose, nous, c'est de fournir des outils d'analyse qui vont prendre les données brutes que vous voyez à gauche et les transformer en économie d'énergie. Donc pour ça, il faut des outils, il faut être capable d'y accéder dans l'atelier, il faut que les interfaces effectivement soient parlantes, que ce soit pour un opérateur ou un directeur d'usine. Et donc effectivement, derrière, les analyses, elles ont pour objectif de faire des économies, pas rester des analyses dans un tiroir. Donc l'intérêt du temps réel, c'est que si on utilise des outils de visualisation, des tableaux de bord, des alertes, à distance sur des outils comme ça, c'est qu'effectivement, on va être beaucoup plus réactif. L'ADEME a fait une étude, cette chaîne de valeur, une fois qu'elle est installée chez un industriel, c'est quasi automatiquement 5% d'économie sur une facture. Voilà. Donc là, il n'y a pas forcément beaucoup d'intelligence, il y a juste une chaîne de valeur en place qui fournit du temps réel. Donc on est conscient, on voit les choses plutôt que de les subir, et on va dire que c'est le premier étage de la fusée. Voilà, on peut faire 5 à 10% d'économie uniquement en mettant en place ce genre de schéma d'organisation. Donc l'enjeu, c'est de centraliser les données. Là, ici, je vous ai mis un exemple d'une coopérative agricole qui a plus de 120 sites. Donc là, on est vraiment dans le cas d'usage. J'ai plein d'usines, j'ai des silos, j'ai des fermes. Comment je fais pour emmener tout le monde dans la bonne direction? Donc prendre tous les points de livraison Enedis, GRT Gaz et le fournisseur d'eau par exemple Veolia, mettre tout ça dans une plateforme, ça va aider les achats pour pouvoir agréger tous les contrats et mieux renégocier à la fin de l'année. Ça va aider les opérateurs de maintenance qui vont être alertés s'il y a des surconsommations. Voilà, donc déjà ça permet de la réactivité et c'est comme ça qu'on accède aux 5% en animant la démarche autour de cette fameuse norme ISO 50001 et de groupes de travail énergie. Donc rien que de libérer l'accès à la donnée, encore une fois, c'est 5% quasi automatique. Alors certains industriels l'ont déjà fait depuis longtemps, donc après on veut aller plus loin. L'idée c'est de se dire, les 5 premiers pourcents, je les ai déjà atteints, comment je vais aller chercher 10, 15, 20% sur ma facture avec ce genre d'outils. Et donc forcément, il y a besoin d'aller beaucoup plus loin que juste la visualisation et la réactivité. Donc la norme ISO 50001, elle régit aussi le management de l'énergie par l'utilisation d'indicateurs, en anglais KPIs. Ça peut paraître trivial de suivre des indicateurs, mais sur l'énergie, c'est quand même assez récent. Et dans l'industrie, les indicateurs ne sont pas les mêmes que dans un bâtiment tertiaire. Dans un bâtiment tertiaire, on va raisonner kilowattheure par mètre carré. Les fameuses étiquettes que vous avez sur les DPE des logements, globalement, c'est la même chose dans le tertiaire, dans les bâtiments d'entreprise, par exemple. Dans l'industrie, on va plutôt raisonner kilowattheure par tonne, par unité, par pot de yaourt, par batch, par ordre de fabrication. Donc c'est pour ça que ça nécessite une intimité avec les systèmes d'information de production. Si vous n'êtes pas capable de réunir ces deux silos, vous n'êtes pas capable de voir l'intensité énergétique que vous mettez dans votre produit.
L'objectif étant de mettre effectivement le minimum dans le produit et pas 2 fois, 3 fois, 5 fois la consommation minimale alors que le produit est identique en sortie. Je vais vous illustrer ça juste après. Donc on peut aller beaucoup plus loin. Comprendre sa consommation, au-delà de la visualiser, c'est un peu l'étape d'après. Donc c'est là où on va mettre en place des outils avancés de data science, d'intelligence artificielle pour détecter des gains. La notion de facteur d'influence, elle est clé. Parce que dans une usine, vous le verrez dans les graphiques qui suivent, il n'y a pas une journée qui est identique à la précédente, même si on fait le même planning de production. La météo peut avoir un impact, l'absentéisme peut avoir un impact, la qualité de la matière première peut avoir un impact. En fait, il y a beaucoup de variabilité parce qu'il y a beaucoup de sources de variabilité. Et donc, bien comprendre quelles sont les variables qui sont corrélées, celles qui sont en influence permanente, celles qui sont en influence intermittente, c'est un sujet assez complexe et parfois difficile à cerner, même si on a des ingénieurs qui se posent sur le sujet. Et c'est là où les outils avancés, comme l'intelligence artificielle, peuvent nous aider à gagner du temps pour identifier le problème et prendre des décisions plus rapides. Voilà. Je vais y revenir juste après. Un cas d'usage concret sur le plan de comptage, là vous voyez un synoptique d'une usine. Tous les points jaunes, ce sont les endroits où il y a une puissance électrique qui est significative. Et c'est ce qu'on appelle les usages significatifs de l'énergie au sens de la norme ISO 50001. Donc quand vous vous lancez dans des démarches d'usine éco-efficiente, vous allez identifier ces points-là. Le but étant de ne pas vous retrouver avec une instrumentation systématique sur toutes vos machines. Parce que certains moteurs, certains équipements ne méritent pas effectivement un suivi aussi poussé, aussi temps réel. Donc là, il y a comme une notion d'intelligence qui est que l'investissement initial peut être ramené à quelque chose d'un bon compromis en fait entre l'enjeu à mesurer et l'échantillonnage qu'on souhaite en faire. Donc nous, on préconise souvent effectivement de réduire l'ambition du comptage à l'essentiel et d'ensuite, dès qu'on génère un cercle vertueux d'économie d'énergie, comme l'incite la norme ISO 50001, de continuer à investir pour affiner la granularité de cette mesure et en fait, du coup, optimiser les investissements et les lisser dans le temps selon le juste nécessaire. Là, on est quasiment dans le lean management pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, il y a des financements pour ce genre de plan de comptage, eau, électricité et gaz. Équiper une usine de capteurs électriques, c'est plus facile que les fluides, parce qu'on peut le faire sans interrompre le process. Aujourd'hui, avec des mécanismes de type boucle de Rogowski, on peut faire le tour des départs électriques dans les armoires sans rien interrompre dans le process. C'est un peu plus difficile dès qu'on parle d'air comprimé, de gaz, de vapeur, parce que souvent il faut mettre en place des processus physiques de mesure, des sondes, des pitot, des venturies, et donc là souvent il faut couper les tuyaux. Donc en général ça se fait dans les moments un peu moins intenses de production, donc les arrêts techniques à Noël par exemple ou l'été, ou bien quand on a des pauses, puisque toutes les usines peuvent fonctionner par exemple en 2/8 ou en 1/8 pour certaines, et pas toutes en 3/8. Et donc il y a des plages d'intervention. Aujourd'hui, ce système de plan de comptage, je pourrais presque parler de commodité en termes de budget. Il y a 10 ans, ça coûtait extrêmement cher. Aujourd'hui, avec la vulgarisation des capteurs, des protocoles télécom bas débit comme le LoRa, désolé pour les acronymes, mais le Wireless Modbus, on arrive aujourd'hui à vraiment optimiser le coût de ces plans de comptage, qui sont par ailleurs subventionnés et qui ont une mise en œuvre qui est maintenant, qui peut être ramenée à quelques semaines. Donc on observe quand même une grande vague d'équipements chez les ETI et on observe que chez les grands groupes, maintenant, il y a un niveau d'équipement qui est quand même assez mature et donc qui est propice à l'analyse de données. Voilà, on n'a plus de blocage sur ce sujet. Et encore une fois, les ROI sont de moins d'1 an. Donc, a priori, c'est conforme aujourd'hui aux exigences d'un directeur industriel. Alors, quand je vous parle d'industrie éco-efficiente, effectivement, le comptage, vous avez vu, j'en parle beaucoup de la donnée, parce que c'est un vrai levier. Il y a d'autres leviers pour rendre l'usine éco-efficiente. Voilà, l'effacement, j'en ai parlé tout à l'heure, en est un. Donc là, le principe, un des leviers comme l'effacement, c'est de prévenir l'industriel lorsque le réseau électrique est sous tension. Donc là, c'est carrément RTE, ou Enedis, mais plutôt RTE, qui va utiliser des intermédiaires dont c'est le métier, pour prévenir en avance, pour dire voilà, demain, entre 5h et 6h de l'après-midi, au mois de janvier, le réseau de centrales nucléaires étant en partie en maintenance, j'ai besoin d'effacer plusieurs dizaines de mégawatts à l'échelle de la France. Et donc tout ça, par foisonnement, peut arriver à être de l'ordre de 5 à 10 kilowatts dans une usine. Donc 5 à 10 kilowatts, ça peut être assez significatif. Là, j'ai mis une image de process sidérurgique parce que justement, chez les grosses énergies intensives,
c'est assez facile finalement d'effacer. Il suffit d'arrêter une seule machine pendant l'heure demandée, et la RTE va carrément rémunérer les industriels avec des subventions finalement pour ne pas consommer. Donc tous les process ne s'adaptent pas à ça, il faut être très flexible dans son fonctionnement. Une usine qui est tout le temps au nominal à fond va avoir du mal à être éligible à ce genre de levier. Par contre, par exemple, dans les process où il y a du broyage, je pense aux aliments bétail, agroalimentaires, en général, ce sont les premiers à utiliser ce genre de levier parce que là, on a des sources de revenus supplémentaires pour se payer justement du comptage et d'autres outils. Voilà. Je vous ai mis un exemple là, de plus de 100 000 euros de rémunération parce qu'on a effacé 7000 kW. Donc ça, c'est l'appel de puissance qu'on demande d'effacer au moment des pics d'effacement. Alors, tous les sujets solaires, photovoltaïques aussi explosent, notamment aujourd'hui avec l'autoconsommation. Donc, il y a quelques années, en fait, le solaire était uniquement vendu sur le réseau à un prix qui était négocié par justement les gestionnaires de réseau. Aujourd'hui, on a le droit d'installer ces systèmes-là pour effacer de sa consommation du réseau l'énergie qu'on va appeler justement depuis des centrales solaires, soit des ombrières par exemple, soit sur des toitures. Donc c'est intéressant, c'est pas forcément très, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact par rapport à une grosse facture d'énergie. Concrètement, si vous êtes un industriel qui consomme 1 million d'euros d'énergie par an, ce qui est quand même assez fréquent, si vous êtes un ETI ou un grand groupe, ces solutions-là vont vous aider partiellement. Vous allez au mieux recouvrir votre parking, une partie de vos toits si les structures le permettent, et vous allez malheureusement ne couvrir que 5 à 10% votre besoin d'électricité. Et c'est seulement en journée, bien entendu, parce que les solutions de stockage ne sont pas forcément toujours en place. Donc on voit aussi les limites de ces outils-là. Mais encore une fois, c'est l'idée d'associer différents outils, l'effacement, la sobriété dans l'usine, le solaire, pour se donner toutes les chances finalement de réduire ses besoins et ses consommations. Donc certains sites y arrivent, mais voilà, c'est parce qu'ils ont mis en place vraiment un panel de solutions où du coup le solaire, plus la sobriété, plus l'effacement, etc., va faire en sorte que le sujet fonctionne. Voilà. Si on revient un peu sur les outils de visualisation, là j'ai un cas d'usage où en fait un industriel dans l'agroalimentaire a réduit de 8% sa consommation, juste en se branchant en temps réel, en mettant sur la table ces différentes courbes de consommation ramenées à la production. Donc là on fabrique du pâté. Une boîte de pâté, c'est X kilowattheures dans les meilleurs cas. Et puis ils se sont rendus compte que des fois, ça pouvait être 3 fois, 5 fois la même consommation, alors que c'est le même produit en sortie de chaîne de production. Donc c'est ce qu'on voit un peu sur le graphique. Il y a différentes situations. En fait, la courbe la plus basse en jaune, c'est en dehors des périodes de production, c'est la période où ça c'est la consommation la moins importante, alors que sur d'autres couleurs, vous voyez qu'on fait le même produit, mais qu'on y met 3 fois à 5 fois plus d'énergie. Ce qui est un peu dommage, alors que c'est le même produit en sortie. Donc l'idée, c'est de réduire toutes ces consommations superflues, et c'est ça qui fait gagner 5 à 10% dans ce cas d'usage-là. Même cas d'usage sur le papier, ici, c'est un exemple d'un papetier qui a 6 grammages différents. Donc pour faire simple, il fait 6 types de produits dans sa machine à papier. Là, ça va du 36 grammes par mètre carré à 48 grammes par mètre carré. Chaque nuage de points, c'est une bobine de papier qui sort de l'atelier. Et voilà, si on regarde un petit peu, par exemple là, vous voyez, il y a un point bleu sur du 40 grammes par mètre carré. Donc là, c'est très concret. Je consomme ici 800 kWh pour faire mon lot de papier de 40 tonnes. Une bobine assez costaud. 40 tonnes, c'est presque la taille d'un autobus sur ce client-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si on collecte tous les points de la semaine, vous voyez, il y a d'autres points ici qui consomment environ 500 kWh. Donc là, on a un excès de kilowattheures qui n'est pas justifié parce que le produit est le même en sortie. Même cahier des charges, même niveau de sécurité, enfin tout est ISO et pourtant on a mis 2 fois plus d'énergie quasiment. Donc avec ce genre de visuel en place dans l'atelier, à chaque fois qu'un nouveau point apparaît et qu'il clignote, on n'attend pas la facture pour se dire attends, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était ici, on va essayer de reproduire les mêmes conditions de production que quand on est là. Donc c'est comme ça qu'on emmène les industriels à suivre une trajectoire ici qu'on voit avec la courbe que vous voyez ici, qui est en fait l'optimum. Et voilà, quelques semaines après avoir mis en place le logiciel, on arrive à des résultats comme ça où en fait on va suivre avec des alertes ce sujet et ramener tous les points en bas de la courbe. Alors c'est pas parce qu'on y est arrivé que c'est réglé et qu'on peut débrancher l'outil.
Parce que malheureusement, il y a toujours des bonnes raisons de revenir dans la non-performance si on arrête de suivre. Si je filais la métaphore avec la voiture, hein, si je vous enlève le compteur du tableau de bord et le GPS, tout de suite on est beaucoup moins en capacité d'arriver à l'heure, de rouler sous la limitation de la vitesse. Donc finalement ces outils-là, même si on connaît par cœur le trajet pour aller du point A au point B, c'est un peu le même principe. Il y a tellement de paramètres à maîtriser dans l'usine qu'avoir des outils qui vont suivre ça en temps réel et qui vont être capables de vous alerter en temps réel, avec un niveau quand même de raffinement et de croisement de ces données kilowattheure production, c'est ça qui permet de faire 5 à 10%. Donc on utilise aussi les mêmes outils pour faire du traçage de CO2. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui vont sur ce sujet-là, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient être net zéro. En fait, ils se mettent à faire du suivi CO2 en temps réel. Là, on est chez un grand industriel de la cosmétique français, que vous connaissez tous, qui a décidé de suivre par pot de produits cosmétiques les kilos de CO2 qu'il met au moment de la fabrication. Alors son enjeu est énormément en amont parce que les bouteilles plastiques viennent du pétrole et donc là on est sur un périmètre en dehors de l'entreprise qu'il maîtrise moins que son process, mais en tout cas dans l'usine, on est capable de dire voilà, vu le parcours du produit, de la matière première au produit fini, de la machine 1, puis 2, puis 3, puis 4, quand on empile tout ça, on est capable de voir le CO2 émis en temps réel dans l'usine. Donc c'est une autre façon de voir les choses. C'est assez avancé comme mode de management, puisque une fois que le patron a dit on va être net zéro, voilà un moyen concret de suivre ça dans l'usine. D'autres exemples dans l'utilisation de la data science. Donc là, on franchit encore un palier en termes d'outils. Ici, on est dans une cabine de peinture automobile. Donc les châssis de voitures automobiles, quand ils sont peints, ils descendent dans des grandes piscines dans lesquelles on va mettre un bain de peinture et un courant électrique pour aider la cataphoreuse à perforer plus loin en fait la tôle. Donc c'est un process qui est très très énergivore et en fait tout ce qu'on peut économiser lorsqu'il n'y a pas de voiture plongée, c'est assez significatif. Là ici on parle de 12% de potentiel de gain. Là on a juste simulé tous les week-ends où en fait la prod s'arrête le vendredi. À partir d'un T0 où il n'y a plus de châssis dans la piscine de peinture. Vous voyez un peu la diversité des situations. Et le gradient de couleur, c'est la température et l'humidité relative extérieure. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'effectivement, la température a un rôle très important. Quand il fait très chaud ou très froid, la consommation d'énergie du bain n'est pas la même. Et surtout, pourquoi consommer tout ce qui est au-dessus de la ligne la plus basse, alors qu'on pourrait recopier cette situation à chaque fois que la situation est équivalente. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est du gaspillage. Et à la fin, ça peut coûter 12% de la facture de l'année. Voilà un autre exemple de suivi. Donc les outils de data science, c'est des outils de modélisation qui vont permettre d'assembler les données pour les faire parler, pour qu'un opérateur de production il voit la valeur en comprenant les unités qu'il manipule au quotidien, donc le nombre de châssis qui passent dans les bains de peinture, ramener à une unité qu'il n'a pas l'habitude de croiser, le kilowattheure, sachant que là on va écarter toutes les situations de maintenance, toutes les situations de démarrage, pour isoler qu'un cas d'usage qui est l'arrêt de la ligne de prod et son efficience. Autre exemple d'apprentissage supervisé, ici on est chez un papetier. Alors là, le process papier, c'est un process qui tourne au nominal. Donc l'objectif d'une usine de papier, c'est de tourner tout le temps à fond, d'être le plus rentable possible. Et donc c'est pour ça que vous voyez un optimum ici. Des fois, il y a des casse-papiers, donc la machine à papier va s'arrêter, on va remettre le papier dans les rouleaux, c'est assez complexe et c'est assez imprévisible. Et puis des fois, il y a des moments de maintenance. Et ces industriels-là sont très très énergie-intensifs. Ce papetier-là, il est dans le top 5 des usines françaises. Pour vous donner les ordres de grandeur technique, c'est 1 TWh, 100 millions d'euros d'électricité par an sur une seule usine. Donc ça concerne quasiment un quart d'une tranche nucléaire à lui tout seul. Donc quand le papetier débranche, débraye, le fournisseur de réseau est assez content de le savoir, en fait. Donc il y a forcément une relation collaborative très forte qui se noue entre eux, puisque le but du jeu, c'est de ne pas produire l'électricité par la centrale quand il n'y a pas besoin de la consommer. Ou en tout cas de délester les usages. Donc ici, ce que vous voyez en pointillé, c'est les algorithmes d'apprentissage qui, en fonction du carnet de commandes, du planning de production et justement de la probabilité des casse-papiers, vont simuler ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc ça, c'est très précieux et pour le fournisseur d'énergie et pour le gros consommateur, puisque le gros consommateur va savoir quoi acheter comme énergie. Donc déjà, sur le sujet des achats, il va acheter le juste nécessaire. Et puis dans l'atelier, ils vont être capables de comprendre en maintenance et en fourniture d'énergie quel va être le niveau d'exigence de la production.
en fonction du planning de commande. Donc là, on va vraiment être sûr d'utiliser le bon kilowattheure en fonction du moment où il est nécessaire. Et à l'inverse, quand on a des casse-papiers, on va pouvoir envoyer des signaux très clairs à la maintenance et aux travaux neufs pour réduire la production, par exemple ici, de vapeur ou la consommation d'énergie nécessaire dans tel ou tel atelier. Donc ces outils prédictifs, ils ont un rôle d'anticipation. Et là, on est vraiment dans des cas d'usage beaucoup plus avancés que d'attendre sa facture un mois après, qui se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc le machine learning, c'est quoi? C'est apprendre sur les données avec différentes sources de données, identifier les variables d'influence, les classer de la plus influente à la moins influente et bâtir un modèle qui vous donne confiance. Parce que si un directeur de production ou un acteur de production, on lui envoie des mauvaises prédictions, par exemple ici, là on a prédit qu'on allait consommer à fond, donc en gros là maintenant ça fait en sorte d'envoyer la vapeur au nominal voilà, en tonneur. Or, l'atelier a baissé. Donc malheureusement, ce n'est pas toujours fiable. Mais ce qu'on demande à un modèle de machine learning en production dans l'industrie, c'est d'être fiable au moins à 95%. Si vous avez confiance dans 95% des situations, vous allez suivre le modèle. Et tant pis pour les 5%, ils vont vous faire perdre un petit peu. Mais vous allez gagner tellement par rapport à tout ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas ce genre d'outil en place. Donc le sujet de l'analyse prédictive et du machine learning, il est très puissant. Un autre cas d'usage ici, c'est dans les fours à arc électrique du secteur de l'acier, où là, on va aussi appeler 60 MW, sauf qu'on n'est pas au nominal, et donc c'est tout ou rien. En quelques secondes, les électrodes qui vont dans les bains faire fondre le métal, puis les mettre dans les fours, vous voyez qu'ils sont vraiment dans une posture où la pente de démarrage est quasiment verticale. Donc ça, c'est un cauchemar pour l'opérateur de réseau. Donc un RTE, par exemple, va faire payer très cher à un aciériste ce genre de comportement en termes de consommation. Et donc, si on veut avoir une usine éco-efficiente, il faut être capable d'aider l'industriel à consommer l'énergie et à prévenir l'opérateur de réseau exactement quand est-ce que ça va avoir lieu au meilleur moment. Donc ici, là, le vrai focus, c'est pas le Y, l'intensité comme ici, où on se concentre sur être au bon niveau en hauteur. Là, dans l'acier, c'est le X. C'est vraiment être capable de dire à RTE, je vais consommer dans 30 secondes 60 MW, et puis de 30 secondes après, je ne vais plus en avoir besoin. Donc vous voyez que ce n'est pas les mêmes modèles. Ici, les modèles qu'on utilise, l'objectif pour eux, ce n'est pas forcément d'être bon en Y. Vous voyez, le modèle en bleu n'est pas aussi bon en amplitude pour anticiper la consommation. Par contre, il est très très précis en X, puisqu'on est sûr de prévenir une heure à l'avance ou une demi-heure à l'avance le réseau, avec un très très bon niveau de fiabilité. Là, on est à 99%. Donc une fois que vous mettez en place ces outils-là dans les mains des opérateurs de prod et de maintenance, en fait, la réalité, c'est qu'ils n'arrivent plus à s'en passer, parce qu'ils font des telles économies, ils sont capables de moins consommer, de consommer le juste et nécessaire. C'est comme si, encore une fois, je vous enlevais du tableau de bord Waze, le GPS. Donc en fait, on se rend compte que c'est vraiment utile. Voilà. Un autre exemple de jumeaux numériques, donc là c'est un autre usage de l'intelligence artificielle, non pas dans le prédictif, mais dans on est presque dans le prédictif, on est plutôt dans la préconisation d'actions d'économie d'énergie. Donc là on a un client qui n'est pas très loin d'ici, on va lui proposer ce genre de graphique dans l'atelier. Donc qu'est-ce que c'est ici là? Qu'est-ce que c'est que ce graphique? C'est de la consommation d'air comprimé qui peut représenter 15% du budget énergie d'une usine. Donc en noir, nous, on va construire un modèle de consommation qui va définir en fait combien l'industriel devrait consommer en fonction de sa production. S'il fabrique un produit A sur une machine B, avec une équipe C, avec de la matière première D, avec la météo E, etc., etc., on va pondérer toutes ces variables. On va lui dire, vu ce qui se passe dans l'usine, vous devriez être capable de consommer plutôt là que là. Donc ça, c'est ce qu'il va mettre en fond d'écran. Et puis ensuite, on va confronter ça au temps réel. Le temps réel, c'est, voilà, aujourd'hui, vendredi, on est ici, là, avant le samedi, vous voyez, on va être en non-production. Vendredi, fin de journée, c'est des moments critiques. Et on va lui dire, voilà, vous êtes en train de consommer tant. Par exemple, ici, on le voit très bien. Et le temps, en général, il peut être soit juste ce qu'il faut consommer, soit au-dessus. Donc là, on va retrouver les systèmes d'alerte basés sur un modèle qui va confronter les données de temps réel avec l'idéal de consommation. Donc cet idéal de consommation, vous voyez, il est rarement tout droit. C'est pas parce qu'on est à un idéal de consommation, par exemple ici à ce niveau-là le lundi, que le jeudi, il faut se dire que c'est le même seuil. Donc justement, cette agilité à construire des seuils en fonction de l'assemblage de toutes ces variables d'influence, c'est un avantage que permet l'intelligence artificielle. Donc c'est pas forcément très universel comme usage, ça mérite vraiment, ça nécessite d'avoir des données extrêmement fiables et précises.
Par contre, une fois que c'est disponible, on met carrément ça en place dans l'atelier. C'est l'opérateur de production qui suit ça. Et lui, son objectif, c'est de tuer tous les points rouges et jaunes qui sont des surconsommations et d'aller faire mieux que ce qu'on lui propose. Donc tout ce qui est vert ici, ça va être du gain. Si le gain est supérieur à la surconso, concrètement, il fait des économies grâce à l'intelligence artificielle. On peut automatiser certaines décisions, mais la réalité, c'est que beaucoup d'industriels quand même préfèrent garder la main sur leur automate. Et toutes les décisions ne se prennent pas à base d'automates dans les usines. Hein. L'opérateur de production a un rôle clé, hein, comme je le disais en introduction. Et donc, il vaut mieux l'alerter et le laisser prendre des décisions, parce que l'industriel est quand même le mieux placé pour prendre ces décisions à la place d'outils décisionnels qui sont purement analytiques et qui peuvent parfois rater une ou deux variables d'explication. Donc, ce n'est pas toujours fiable. L'intelligence artificielle s'est réservée à des usages assez précis, mais par contre ça peut être très puissant quand le contexte de données est fiable et qu'on peut industrialiser ces démarches. Donc derrière les alertes, dernier niveau que je voulais vous illustrer sur le potentiel de l'intelligence artificielle. Donc derrière les alertes, on a un code couleur, et derrière les codes couleurs, on va carrément préconiser à l'opérateur des actions correctives. Donc on va lui dire, attention, vous êtes en train de produire le produit A avec la machine B, l'équipe C, la matière première D, etc. Donc vous devriez consommer tant, par exemple 120. Or là, vous êtes à 121. Et donc on va carrément proposer à l'opérateur la réponse. On va lui dire, voilà, ça pèse tant d'euros, ce gain, allez fixer maintenant dans l'usine. Il faut aller vérifier la vanne A, le niveau des compresseurs en termes de régime nominal, éteindre tel ou tel paramètre de la machine en cours. Et donc là, c'est carrément préconiser des actions concrètes dans son quotidien. Donc ça, c'est un niveau assez avancé. C'est le cœur de notre R&D. Là, le vrai danger, c'est de faire des faux positifs ou des faux négatifs, c'est-à-dire soit de lui suggérer une amélioration alors qu'en fait, on est déjà à l'optimum, et à l'inverse, de rater une optimisation alors qu'on pensait être bon. Donc voilà, ça, c'est vraiment les outils les plus avancés aujourd'hui qu'on manipule. Et là, avec ce genre d'outils, vous ne ratez rien parce que vous êtes tout le temps alerté sur un niveau de seuil qui va s'adapter à l'intensité énergétique. Et c'est très simple à mettre en œuvre puisque les préconisations derrière sont très claires avec un réglage. Et puis on peut observer si l'alerte rouge passe en orange et revient en vert en fonction de la mise en œuvre de ces protocoles d'intervention. Donc toute la difficulté, c'est de maintenir ces algorithmes pour qu'ils restent pertinents en fonction de la progression de l'utilisateur. On challenge aussi les modèles pour qu'ils soient toujours capables de fournir un haut niveau de précision. Donc des fois, on les intervertit avec d'autres. Et tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur final qui n'a pas envie de mettre les mains dans ces outils complexes. Lui, ce qu'il veut, c'est un résultat, une opportunité à saisir et constater le gain derrière. Voilà. Et si ça marche, il est content. Si ça ne marche pas, il ne va pas adopter l'outil. Donc ça demande beaucoup de R&D, beaucoup d'ajustements, beaucoup de process human in the loop où on va justement mettre des ingénieurs entre l'alerte et la préconisation pour filtrer le niveau d'alerte pour être sûr qu'il soit bon. Et en fait, on est dans l'innovation incrémentale où à force d'optimiser ces boucles de rétroaction, on arrive à mettre en production chez nos clients des préconisations qui font sens et qui ont un impact pouvant aller jusqu'à 15 à 20% d'économie. Voilà, ça fait déjà 45 minutes que je parle, je m'arrête là. J'ai essayé d'être le plus ouvert possible avec des cas d'usage les plus concrets possibles. Voilà, je pense qu'on a de la place pour des questions-réponses si vous en avez, si ça vous intéresse. Dernier petit point, si jamais vous avez envie de rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou à m'envoyer un mail si vous voulez en savoir plus, si vous voulez échanger sur toutes nos technologies, nos cas d'usage. Voilà. Peut-être que ça pourrait avoir le coup de passer un micro. Quelqu'un qui lève la main. On va faire passer un micro. Alors moi j'avais une question, parce qu'en fait dans tous les graphiques que vous avez montés, donc effectivement quand il y a une divergence importante, finalement j'ai du mal à comprendre en fait à quoi ça peut être dû, parce que c'est quand même hyper important. Et donc est-ce que vous avez il y a des raisons pour lesquelles ça s'écarte de manière si importante et quelles sont finalement les possibilités d'agir pour l'entreprise dans ce contexte-là?
Alors c'est une très bonne question, merci. Euh, alors déjà, c'est rarement la même cause à chaque fois, donc c'est très complexe comme... enfin, ce qu'on appelle le root cause analysis, analyser les causes profondes en fait, des écarts. Euh, c'est un sujet un peu complexe en termes de R&D. Ici, vous avez un exemple très concret de paramètres à recaler. Ici, on parle de vannes, on parle de réglage de température, de débit. Donc ça explique en fait concrètement ce qui s'est décalé en termes de performance. Et nous, quand on préconise pardon, un réglage de ces paramètres physiques sur les machines, c'est justement d'observer qu'elles se sont déréglées. Alors, c'est là où on atteint un peu nos limites. Nous, on est d'abord des ingénieurs, développeurs d'outils logiciels et machine learning, intelligence artificielle. Par contre, l'industriel, lui, quand on lui met ça sous le nez, il sait exactement ce qui s'est passé. En fait, il a la réponse parce qu'en tant qu'industriel, il sait en fait que sa machine, elle a, par exemple, 10 ans d'âge, ou qu'elle vient d'être modifiée, elle n'est pas encore stable, qu'il y a un paramètre qui coûte cher en maintenance. Voilà. Il y a toujours finalement des raisons que lui maîtrise parce que c'est son métier. Donc nous, on se concentre finalement sur identifier les écarts à l'idéal, et derrière lui, il se concentre sur le métier. Voilà. Donc finalement, des fois, il ne nous demande pas la réponse, parce qu'il la connaît. Dès qu'on lui met sous le nez, il se dit « mais oui, c'est vrai », ou alors il la comprend après, même s'il ne la connaît pas, et il est très content, parce que derrière, il a souvent la réponse lui-même. Ses équipes maintenant se connaissent par cœur leur outil, par contre, elles n'ont pas le temps d'être aussi réactives, temps réel et précises que ça. Voilà, donc finalement, c'est le fait que l'industriel soit expert de son métier et nous, experts de la donnée, qui fonctionne bien dans ce genre de cas d'usage. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Bonsoir et bonsoir à tous. Déjà, merci pour la présentation. Vous êtes bien entendu au cœur des grands enjeux de demain. Je parle parce que il y a quelques années, je travaillais chez Omexom Conversion and Storage, qui est une entreprise concurrente à Entech. Et aujourd'hui, je suis chez EDF pour le déploiement des bornes de recharge. Okay. Donc ma question, en fait, c'est plutôt un cas concret. Par exemple, je suis un industriel ou je suis dans un pays ou dans un endroit où je ne subis pas la volatilité des prix. J'ai des prix fixes d'énergie, mais je consomme beaucoup. Si je veux faire, par exemple, si je veux faire des baisses de ma consommation, concrètement, comment je pourrais vous contacter et qu'est-ce que vous mettrez en place comme plan d'action? Ouais. Alors, c'était la première partie, après. Ok, on va déjà répondre à ça. Alors, beaucoup d'industriels, quand ils ont vu leur facture exploser par 3 ou 5, déjà, ils ont essayé de renégocier leur contrat. Donc, effectivement, le prix, comme vous l'aviez dit, effectivement, c'est un peu le domaine des achats, c'est purement contractuel avec les fournisseurs d'énergie. C'est effectivement une part du problème, parce que c'est ce qui fait le plus mal. Hein. À court terme, c'est un des leviers les plus faciles. Si on négocie son prix par kilowattheure, effectivement, on va réduire son enjeu. Est-ce qu'on va rendre son usine éco-efficiente, plus sobre, ramener au produit? Non. C'est juste comme l'effacement, des leviers de financement, finalement. Mais en fait, la réalité, c'est que si on ne travaille pas le kilowattheure par tonne, et donc l'usage de l'énergie, on ne va pas décarboner son site industriel. Alors évidemment, si on passe du gaz à l'électricité dans son process, oui, mais il va falloir s'y attaquer quand même dans le cœur du process, dans le cœur du métier. Donc les contraintes, quand le prix est fixe, effectivement, là, elles sont encore plus claires, c'est qu'il faut réduire l'usage dans l'usine. Donc nous, les préconisations qu'on met dans les plans d'action qui sont là, elles sont de divers ordres, mais souvent on essaie d'aller le plus vite possible, avec un ROI de moins d'1 an, parce qu'un industriel va avoir du mal à s'engager si on lui sort un ROI de 20 ans. Donc un ROI de moins d'1 an, ça veut dire quoi? Ça veut dire préconisation managériale, on va aller chercher les gains les plus rapides, donc c'est réorganiser sa production, préconisation technique, réglage de machines, où finalement on n'a pas besoin de réinvestir dans une nouvelle machine, soi-disant plus intelligente mais plus chère. Et c'est aussi rationaliser sa consommation. On a des tas d'exemples où en fait, par exemple, les industriels vont avoir 5 ou 6 compresseurs pour faire de l'air comprimé. Et une fois qu'ils ont maîtrisé leurs besoins, en fait, la réalité, c'est qu'ils ne vont plus en utiliser que 5. Et les 2 autres vont passer en secours ou en maintenance. Et en fait, ils sont gagnants. Ils vont économiser l'usage de l'air comprimé en temps réel. Et en plus, ils vont éviter de réinvestir dans 2 machines. Donc il y a vraiment plein d'outils. Nous, on manipule plusieurs dizaines de milliers en fait, d'actions. En plus, on a 120 clients dans plein de secteurs. Donc notre force, c'est qu'on va prendre les bonnes idées de certains cas d'usage et pour les proposer à d'autres. Évidemment, on cloisonne le secret industriel, mais les préconisations sont valables. Quand on observe le même équipement
un compresseur d'un industriel à l'autre et tout le monde utilise de l'air comprimé, on va pousser cette bonne idée en fait à nos autres clients. Et donc c'est ça qui permet de faire des gains même si le prix de l'énergie est fixe. Donc si je comprends, merci. Donc si je comprends bien, ce dont vous aurez besoin, c'est plutôt les données d'usage pour définir le load profile ou le profil du client avant de préconiser des actions. On peut travailler dans les deux sens. Des fois, on n'a même pas besoin de connaître les consos. À partir du moment où on a la liste des équipements, on peut déjà préconiser avant de effectivement récupérer les données. Parce qu'on sait qu'un compresseur qui a 20 ans d'âge, qui est au bout de sa vie, et au lieu d'être à vis, il pourrait être sur une autre technologie, il n'y a pas de variateur de vitesse, etc. etc. Donc il y a quand même l'état de l'art qui permet déjà de voir un premier niveau. D'accord. Donc physiquement, vous n'avez pas de matériel à installer parce que j'ai vu... Non. Ok. Ouais, on fait tout à distance. Parfait. Merci. Merci. D'autres questions ? Enfin, j'ai juste une petite question parce que en fait, ça concerne finalement les données à collecter parce qu'effectivement, il y a un certain nombre. Alors vous allez me dire, c'est en fonction de nos objectifs, mais néanmoins, c'est pas toujours facile de se dire quelles données on collecte parce que finalement, on risque d'être noyé et est-ce qu'on va être capable finalement d'interpréter ces données. Donc, pour moi, c'est quelque chose. C'est une bonne question. Effectivement, le but du jeu, c'est de pas d'aspirer tout le RP ou tout SAP, alors qu'en fait, on va utiliser que quelques flux de données. Je dirais que chez nos clients, en général, on arrive à de très bons résultats avec moins de 200 variables. Alors des fois c'est 10, des fois c'est 50, des fois c'est 100. Effectivement, l'acier coulé en continu versus le pâté, c'est très variable en termes de situation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, beaucoup de données sont dispo uniquement par finalement le consentement d'accès à la donnée. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, avec un seul papier, je peux connecter le point de livraison Enedis. Si le client me donne le consentement pour accéder, je vais consulter Enedis directement à distance et je vais lui ramener sa consommation directement dans l'outil, sans investissement, sans capteur, sans rien, puisqu'il existe déjà. Donc finalement, on a quand même des flux qu'on a systématiquement, quand on les demande aux clients, très facilement. Et donc effectivement, le point de livraison énergie électrique, le point de livraison gaz, eau, ça c'est des incontournables. On va prendre aussi la météo de la station la plus proche des coordonnées GPS du site. Et puis, après, on sait que effectivement, la production en volume, la variété du catalogue de fabrication, si j'ai 5 produits différents, il faut qu'on connaisse ces dimensions et donc il faut qu'on rentre toutes ces données dans notre application. Donc finalement, on arrive à peu près souvent, de manière générale, à prendre les mêmes données d'un cas d'usage à l'autre. Et après cette première analyse, on affine ou pas avec la cadence de production, avec le TRS, avec des données beaucoup plus techniques. Et en général, on le fait progressivement. On n'arrive pas avec une recette prédéfinie, on sait tout de suite qu'on veut 15 ou 200 variables. Merci. D'autres questions ? Merci. Alors j'extrapole un peu, c'est par rapport à la production d'énergie et la consommation, notamment des industriels. On interroge les particuliers, par exemple. Ils suivent leur consommation en disant il ne faut pas démarrer la machine à laver à telle heure pour partager l'énergie et éviter des fluctuations importantes de la production d'énergie. Surtout que pour la production nucléaire, c'est difficile d'éteindre le four, on va dire. Est-ce que les entreprises pourraient être incitées sur un même territoire, par exemple, à alterner, l'une travaille la nuit, l'autre le jour, pour avoir un équilibre de consommation sur le territoire et ne pas augmenter la capacité d'amener de l'énergie pour lisser en fait la production d'énergie. Est-ce que ça c'est envisageable? Bon, ça dépasse votre mission. C'est une bonne question. Alors il y a déjà des mécanismes type JP comme l'effacement. Finalement, c'est la même chose. C'est du bon sens. C'est ralentir la demande quand il y a des pics. Après, en fait, il faut se rendre compte de la pyramide des priorités. Est-ce que l'énergie est en haut ? Certains process nécessitent, par exemple, 10 heures, 15 heures de production pour arriver au produit fini et pas d'interruption. Donc ceux-là, malheureusement, ils ne rentrent pas dans ce schéma-là. Ensuite, il faut bien se dire que les hommes qui travaillent dans l'usine, si on leur dit que c'est que la nuit, ils peuvent prendre ça comme une punition. Donc comme l'homme est au cœur du sujet et
et que évidemment cette variable-là, le bien-être au travail, notamment dans l'industrie, est un enjeu, finalement, c'est quand même plus prégnant que l'énergie. Donc il faut combiner un peu toutes ces contraintes. Le prix des matières premières en ce moment, avec l'inflation, qui fait que certaines usines ne vont même pas commencer leur production, passe devant l'énergie. Même si l'énergie augmente, il y a des situations où la main-d'œuvre et les matières premières sont des décisions qui finalement passent devant, parce qu'il y a des lois du travail, parce qu'il y a des process physiques de fabrication qui fait qu'on ne peut pas arrêter un batch qui dure 10 heures. Donc voilà, il y a quand même toutes ces contraintes qui sont très fortes. Et comme on n'est pas sur un schéma où effectivement on peut faire de l'écologie industrielle avec une certaine autorité locale, par exemple le maire pourrait dire ben non, vous allez travailler comme ça, c'est pas si simple en fait. Des fois les industriels travaillent un peu chacun dans leur coin, et quand il y a de l'écologie industrielle, on va prendre la vapeur excédentaire d'un site vers l'autre, c'est déjà pas mal, et voilà. Et c'est difficile de répondre à votre question parce que l'énergie n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les décisions dans l'industrie. Merci. Merci. Je vais vous proposer qu'on s'arrête, puisqu'il y a derrière d'autres actions prévues. Donc, je tenais à remercier Monsieur Legrand pour son intervention. C'était une très belle intervention qui était très intéressante. Donc, je vous remercie beaucoup.